Dans cet épisode, la passion cachée d'un beau-fils se transforme en une obsession mortelle et en un meurtre choquant. Plongeons dans les détails. Elena Reyes Walker était une femme dynamique de 36 ans, connue pour son talent exceptionnel en photographie et son esprit généreux. Elle vivait à Riverton, en Géorgie, une ville pittoresque célèbre pour ses rues historiques et son festival annuel Peach Blossom Festival. Elena travaillait comme photographe indépendante, capturant des images époustouflantes qu'elle exposait dans des galeries locales et vendait dans des foires d'art régionales. Elena partageait sa maison avec son mari, Jonathan Walker, et son beau-fils de 19 ans, Ethan. Jonathan, un pilote de ligne à la retraite, était marié à Elena depuis près de 11 ans. Malgré une différence d'âge de 25 ans, leur lien était fort et affectueux. Ils se sont rencontrés pour la première fois lors d'une exposition de photographie où le travail d'Elena était présenté et Jonathan a été immédiatement captivé par sa vision artistique et sa joie de vivre. Elena s'est consacrée à la construction d'un foyer chaleureux et aimant, en équilibrant sa carrière de photographe avec la prise en charge d'Ethan, qui avait perdu sa mère biologique plusieurs années auparavant. Bien que leur relation ait souvent été tendue, Elena gardait espoir qu'elle et Ethan pourraient se rapprocher au fil du temps. Pendant son temps libre, Elena était passionnée par la lecture et l'entretien de son jardin. Elle aimait particulièrement les romans classiques, citant souvent des auteurs comme Léon Tolstoï et Virginia Woolf. Son jardin était un étalage de fleurs éclatantes, reflétant son profond amour pour la nature. Elena était également très active dans sa communauté, faisant du bénévolat à la bibliothèque publique de Riverton et participant à des événements locaux. Alors que sa fin tragique approchait, Elena était ravie de travailler sur un nouveau projet photographique inspiré par la faune diversifiée et les paysages pittoresques de Géorgie. Elle prévoyait de présenter cette nouvelle série au prochain festival Peach Blossom. De plus, elle avait organisé un petit voyage en famille, espérant que cela contribuerait à apaiser les tensions entre elle et Ethan. Ses amis décrivaient Elena comme une personne extravertie et généreuse, toujours prête à soutenir ceux qui l'entouraient. Elle organisait fréquemment des dîners, où elle cuisinait de délicieux plats et créait une atmosphère accueillante. Malgré les difficultés de sa vie, Elena restait pleine d'espoir et d'aspiration. Elle rêvait d'ouvrir un jour sa propre galerie pour inspirer les autres avec son travail. Malheureusement, les rêves d'Elena ont été brutalement interrompus par un acte de violence horrible et insensé. Sa vie était le reflet de sa force et de sa créativité, et sa perte a laissé un vide profond pour tous ceux qui la connaissaient. Le matin du four octobre 2020, Riverton commençait à peine à s'agiter. L'air était vif et clair, et le soleil brillait de mille feux. Vers 9 heures, la voisine d'Elena, Madeleine Hughes, une écrivaine de 28 ans vivant à côté, se rendit chez les Walker. Madeleine rendait souvent visite à Elena pour discuter de son prochain roman, basé sur des faits réels. Ne voyant personne ouvrir la porte, Madeleine s'inquiéta car Elena se levait généralement tôt pour travailler dans son studio de photographie. Le studio, un petit bâtiment séparé dans l'arrière-cour, attira l'attention de Madeleine. En s'approchant, elle remarqua que la porte était entr'ouverte. En entrant, elle fut confrontée à un spectacle terrifiant. Elena était allongée sur le sol, couverte de sang. La pièce était en désordre, du matériel photographique cassé et du verre brisé étaient éparpillés partout. Le corps d'Elena portait les traces d'une lutte violente. Submergée par le choc et l'horreur, Madeleine chercha son téléphone et appela rapidement le 911. L'opératrice, sentant sa détresse, ordonna. Elle lui a demandé de rester dehors et d'attendre la police. Madeleine, toujours sous le choc, a suivi les instructions et s'est tenue dans la cour, regardant fixement le studio alors qu'elle essayait de comprendre le cauchemar dont elle venait d'être témoin. La police est arrivée rapidement. Au début de l'enquête, elle a immédiatement remarqué un lourd trépied de caméra près du corps d'Elena. Il était clair qu'il s'agissait de l'arme du crime, utilisée pour porter les multiples coups qui ont entraîné sa mort. Les taches de sang et l'état du studio suggéraient une attaque frénétique. Bien qu'ébranlée, Madeleine a réussi à fournir aux policiers un récit détaillé de sa matinée. Elle a décrit sa relation avec Elena et expliqué pourquoi elle était venue ce matin-là.
Ces observations ont aidé les détectives à établir une chronologie des événements qui ont conduit à la sinistre découverte. Le meurtre d'Elena a provoqué une onde de choc dans la communauté, marquant le début d'une enquête complexe et chargée d'émotions. Ses amis et voisins étaient sous le choc, peinant à comprendre comment un crime aussi odieux pouvait se produire dans leur ville tranquille. Lorsque la police est arrivée à la résidence des Walker ce matin-là, elle a rapidement réalisé la gravité de la situation. La journée ensoleillée de Riverton a rapidement été éclipsée par les gyrophares et les sirènes des véhicules d'urgence qui ont perturbé le calme habituel du quartier. L'inspecteur John Reyes, un enquêteur expérimenté connu pour son souci du détail, dirigeait l'équipe d'enquête. Il était accompagné de l'agent Clara Diaz, admirée pour son approche calme et méthodique. Tous deux avaient rencontré de nombreuses scènes de crime au cours de leur carrière, mais la brutalité de celle-ci était particulièrement frappante. Le studio de photographie où le corps d'Elena avait été découvert était une petite dépendance dans l'arrière-cour. Lorsque les inspecteurs entrèrent, ils furent confrontés à une scène horrible. Du sang giclait sur les murs et le sol était jonché de matériel photographique cassé et de verres brisés. La pièce, autrefois un havre de créativité, ressemblait désormais à un décor de film d'horreur. Le corps d'Elena gisait sur le sol, montrant des signes évidents d'une lutte violente. Elle avait été matraquée à mort avec un lourd trépied d'appareil photo, trouvé à proximité, taché de sang, indiquant qu'il s'agissait de l'arme du crime. Elena souffrait de multiples blessures par traumatisme contondant, suggérant une attaque frénétique et vicieuse. La police n'a pas perdu de temps pour lancer son enquête. Elle a sécurisé la zone afin de préserver les preuves. Le détective Reyes et l'agent Diaz ont examiné minutieusement la scène du crime, à la recherche d'indices qui pourraient les conduire au coupable. Ils ont utilisé des techniques médico-légales avancées, notamment la prise d'empreintes digitales et l'analyse des traces de sang pour reconstituer les événements qui ont conduit au meurtre. Les détectives ont travaillé rapidement mais avec beaucoup de soin, en prélevant des échantillons de sang et de cheveux pour l'analyse ADN et en photographiant la scène sous tous les angles possibles. Ils ont également découvert quelques objets qui semblaient déplacés, comme un morceau de tissu déchiré et un collier cassé, qu'ils ont récupéré comme preuve. Dehors, une foule de voisins s'est rassemblée, observant avec un mélange de peur et de curiosité. La police a ratissé le quartier, demandant à quiconque avait vu ou entendu quelque chose d'inhabituel de se manifester. Ils ont également mené des entretiens de porte à porte pour recueillir plus d'informations sur les heures qui ont précédé la découverte du corps d'Elena. Au fil de la journée, la présence policière s'est intensifiée. Des agents supplémentaires sont arrivés pour aider à l'enquête et les médias ont commencé à converger vers la scène, attirés par la nature choquante du crime. Les journalistes des stations d'information locales ont commencé à diffuser en direct depuis le site, renforçant le sentiment d'urgence. À la fin de la journée, la police avait recueilli une quantité importante de preuves, mais de nombreuses questions restaient en suspens. Qui a pu commettre un acte aussi odieux et pourquoi? Le détective Reyes et l'officier Diaz savaient qu'ils avaient un long chemin à parcourir, mais ils étaient déterminés à rendre justice pour Elena. Jonathan Walker, le mari d'Elena, a été la première personne interrogée par la police. Jonathan, 63 ans, avait un comportement discipliné et stoïque façonné par ses années d'expérience en tant que pilote de ligne commerciale. Il avait épousé Elena 11 ans plus tôt, lui offrant stabilité et soutien. Malgré son extérieur réservé, Jonathan était profondément amoureux d'Elena et farouchement protecteur envers sa famille. Le four octobre 2020, après avoir retrouvé le corps d'Elena, la police a amené Jonathan pour l'interroger. Le détective John Reyes et l'agent Clara Diaz ont mené l'interrogatoire. Bien que Jonathan ait semblé calme, il était évident que la nouvelle de la mort de sa femme l'avait profondément ébranlé. Il a déclaré au détective qu'il était parti en voyage d'affaires et qu'il avait séjourné dans un hôtel de Savannah. Il a fourni des reçus d'hôtel et une confirmation de 16 heures d'arrivée et de départ pour étayer son alibi. L'entretien avec Jonathan a duré plusieurs heures. Les enquêteurs lui ont posé des questions sur sa relation avec Elena et lui ont demandé si elle avait des ennemis connus. Jonathan a évoqué les tensions entre Elena et son fils, Ethan.
Il a expliqué qu'Ethan était en difficulté depuis la mort de sa mère biologique et qu'il avait du mal à accepter Elena comme figure maternelle. Jonathan pensait que malgré ces difficultés, la famille finirait par se réconcilier. La police a également procédé à une fouille minutieuse du domicile de Jonathan Walker à la recherche de preuves supplémentaires. Elle a fouillé les effets personnels de Jonathan et son véhicule, mais n'a rien trouvé de suspect. Elle a interrogé les collègues de Jonathan et examiné ses relevés téléphoniques, qui ont tous corroboré son alibi. Tout au long de l'enquête, Jonathan a gardé son sang-froid, même si la tension était visible. Il a exprimé son chagrin et son incrédulité à l'idée que quelqu'un puisse faire du mal à Elena. Il s'est montré coopératif avec la police, leur fournissant toutes les informations demandées. Pendant ce temps, les médias locaux ont suivi de près l'enquête. Les voisins et amis des Walker ont été stupéfaits d'apprendre que Jonathan était suspecté. Beaucoup l'ont décrit comme un mari dévoué et aimant, qui ne ferait jamais de mal à sa femme. Malgré son alibi solide, la police a continué à scruter Jonathan pour s'assurer que rien n'était négligé. Ils ont réexaminé la scène du crime et vérifié chaque détail de son alibi. Le détective Reyes et l'agent Diaz étaient déterminés à être minutieux, ne laissant rien au hasard. Au fil des jours, il devint évident que Jonathan n'était pas impliqué dans le meurtre d'Elena. L'enquête se concentra alors sur d'autres suspects potentiels. Bien que Jonathan ait été innocenté, l'angoisse de perdre Elena et d'être soupçonné était un lourd fardeau à porter pour lui. Le 7 octobre 2020, 3 jours seulement après la découverte du corps d'Elena, Riverton était enveloppé d'une légère bruine. Le ciel couvert reflétait l'ambiance sombre qui régnait dans la ville. Vers midi, alors qu'il examinait les preuves recueillies sur la scène du crime, le détective John Reyes a remarqué quelque chose d'inhabituel. Parmi les appareils photos d'Elena, dans son studio, se trouvaient de nombreuses lettres. Il ne s'agissait pas de lettres ordinaires, mais de lettres d'amour sexuellement explicites échangées entre Elena et quelqu'un d'autre. Le détective Reyes et l'agent Clara Diaz ont lu attentivement les lettres. Leur contenu a révélé une liaison secrète entre Elena et un individu inconnu. Les lettres décrivaient de manière graphique des rencontres sexuelles clandestines et des émotions intenses et conflictuelles. Cette découverte a constitué une avancée majeure dans l'affaire et a suggéré un mobile potentiel pour le meurtre. Le détective Reyes a convoqué une réunion avec toute l'équipe d'enquête. Ils ont discuté des implications des lettres et de leur signification. L'équipe a réalisé qu'elle devait identifier l'autre personne impliquée dans l'affaire pour comprendre le contexte complet et les motifs possibles du meurtre. L'agent Diaz a été le fer de lance de la collecte d'informations. Elle a rendu visite aux amis proches et aux voisins d'Elena, leur demandant si quelqu'un était au courant de la liaison. Beaucoup ont été choqués, ne sachant pas qu'Elena était en couple avec quelqu'un d'autre que Jonathan. La nouvelle s'est rapidement répandue dans la petite communauté conservatrice du Sud, suscitant rumeurs et spéculations. Pendant ce temps, les experts médico-légaux ont analysé les lettres à la recherche d'empreintes digitales et de preuves ADN. Ils ont également examiné les relevés téléphoniques et l'historique des emails d'Elena pour trouver des indices sur son amant secret. L'enquête a été exhaustive. Chaque détail a été scruté avec attention. Le même après-midi pluvieux, alors qu'ils examinaient le téléphone d'Elena, les détectives ont trouvé une série de SMS explicites et d'historiques d'appels qui les ont conduits à suspecter Ethan, le beau-fils d'Elena, âgé de 19 ans. Les messages indiquaient une relation sexuelle tendue et compliquée entre Elena et Ethan. Certains messages étaient subtils, tandis que d'autres étaient explicites et décrivaient de manière vivante leur rencontre sexuelle. Le détective Reyes et l'agent Diaz ont été stupéfaits par cette révélation. Ethan avait toujours été considéré comme un adolescent en difficulté, mais l'étendue de sa relation avec Elena était inattendue. Les détectives savaient qu'ils devaient gérer la situation avec délicatesse pour découvrir la vérité. La découverte des lettres d'amour et des SMS a changé la direction de l'enquête. La police avait désormais une vision plus claire de la situation, et les pièces du puzzle commençaient à se mettre en place. Ils se préparaient à interroger à nouveau Ethan, cette fois armé de nouvelles preuves convaincantes qui pourraient révéler les secrets entourant la mort tragique d'Elena. Ethan Walker, le beau-fils d'Elena âgé de 19 ans,
est devenu le centre de l'enquête après que les détectives ont découvert des lettres d'amour et des SMS explicites. Ethan était un jeune homme en difficulté, encore aux prises avec la perte de sa mère biologique et l'arrivée d'Elena dans sa vie. Son comportement était souvent erratique, montrant des signes de ressentiment envers Elena pour avoir remplacé sa mère. Malgré son trouble émotionnel, Ethan était intelligent et ambitieux, avec une profonde passion pour la musique. Il passait d'innombrables heures à jouer de la guitare, rêvant de devenir un jour un musicien célèbre. Le 8 octobre 2020, Ethan a été amené pour être interrogé. Le détective John Reyes et l'agent Clara Diaz ont mené l'entretien. Ethan semblait nerveux, bien qu'il ait essayé de garder son sang-froid. Les détectives ont commencé par l'interroger sur sa relation avec Elena. Ethan a admis que leur relation était tendue, mais a nié toute implication dans son meurtre. Cependant, lorsque les détectives l'ont confronté aux lettres d'amour, le comportement d'Ethan a radicalement changé. Il est devenu visiblement bouleversé et sur la défensive. Il a avoué la liaison, expliquant que leur relation sexuelle avait commencé environ 1 an plus tôt. Ethan a révélé qu'il était devenu obsédé par Elena, croyant qu'ils pourraient être ensemble si son père, Jonathan, n'était pas là. Cependant, Elena avait essayé de mettre fin à la liaison et de se concentrer sur son mariage, ce qui a profondément frustré Ethan. Les enquêteurs ont demandé à Ethan plus de détails sur la nuit du meurtre d'Elena. Ethan a affirmé qu'il était chez un ami en train de regarder des films, mais son alibi était faible et manquait de preuves solides. Son ami, Tom, a confirmé qu'Ethan était avec lui, mais ne se souvenait pas des détails ou des heures spécifiques. Les réponses d'Ethan pendant l'interrogatoire ont fluctué entre colère et peur. Il était sur la défensive et argumentatif, niant constamment toute implication dans le meurtre tout en exprimant sa frustration du fait qu'Elena ait mis fin à leur liaison. Les enquêteurs ont pris note de ces émotions contradictoires qui semblaient osciller entre tristesse et rage. Bien qu'Ethan soit désormais le principal suspect, la police avait besoin de davantage de preuves pour le relier directement au crime. Ils ont continué à examiner les preuves matérielles de la scène du crime, en les recoupant avec les déclarations d'Ethan. Les détectives ont également examiné les images de sécurité du quartier, à la recherche d'incohérences dans l'alibi d'Ethan. L'enquête sur Ethan a été intense et approfondie. Le détective Reyes et l'officier Diaz étaient déterminés à découvrir la vérité. Ils savaient qu'Ethan avait un mobile, mais ils avaient besoin de preuves irréfutables pour prouver son implication. Les lettres d'amour et les SMS étaient des pièces cruciales du puzzle, mais les détectives devaient monter un dossier solide. L'enquête était loin d'être terminée, et les détectives continuaient à reconstituer le puzzle. Ethan restait un personnage clé dans l'affaire, et la police était déterminée à obtenir justice pour Elena. Madeleine Hughes, la voisine de 28 ans des Walker, est également devenue une personne d'intérêt pour l'enquête. Madeleine vivait à côté et rendait souvent visite à la famille Walker. Elle s'intéressait beaucoup aux histoires de crimes réels et travaillait sur un roman inspiré d'événements réels. Madeleine était connue pour ses capacités d'observation aiguisées et on la voyait souvent prendre des notes et des photos dans le quartier. Le 9 octobre 2020, la police a amené Madeleine pour l'interroger. Le détective John Reyes et l'agent Clara Diaz ont mené l'entretien. Madeleine semblait calme et coopérative, expliquant qu'elle avait une passion pour l'écriture et qu'elle était fascinée par les crimes réels. Elle rendait souvent visite à Elena pour discuter de son roman et obtenir des commentaires sur son écriture. Les enquêteurs ont interrogé Madeleine sur le matin où elle a découvert le corps d'Elena. Madeleine a raconté les événements en détail, décrivant comment elle a trouvé la porte du studio légèrement ouverte et découvert Elena allongée sur le sol. Elle a parlé de son choc et de son horreur et de la façon dont elle a immédiatement appelé le 911. Les enquêteurs ont noté que le récit de Madeleine était cohérent avec son rapport initial. Au fur et à mesure de l'interrogatoire, les enquêteurs ont approfondi la relation de Madeleine avec les Walker. Madeleine a admis qu'elle observait souvent la dynamique de la famille, notant la tension entre Elena et Ethan. Elle a également mentionné qu'elle avait vu Ethan agir de manière suspecte à plusieurs reprises, mais qu'elle n'y avait pas prêté beaucoup d'attention à l'époque. Les détectives ont demandé à Madeleine si son intérêt pour les faits divers avait pu influencer ses actions.
Madeleine a insisté sur le fait que son intérêt était purement académique et créatif. Elle écrivait un roman et utilisait ses observations pour créer des personnages et des scénarios réalistes. Elle a nié toute implication dans le meurtre d'Helena, insistant sur le fait qu'elle n'était qu'une voisine inquiète. Le comportement calme et coopératif de Madeleine a rendu difficile pour les détectives de déterminer si elle cachait quelque chose. Ils ont décidé de fouiller sa maison à la recherche de preuves qui pourraient la relier au crime. Ils ont trouvé plusieurs carnets remplis d'observations détaillées sur le quartier et les Walker, mais rien de directement incriminant. Malgré sa coopération, Madeleine restait une personne d'intérêt. Les détectives continuaient de la surveiller de près, à la recherche d'incohérences dans son récit. Ils ont également examiné les images de sécurité du quartier dans l'espoir de découvrir des preuves qui pourraient l'impliquer ou l'exonérer. Alors que l'enquête sur Madeleine se poursuivait, les détectives ont dû faire la distinction entre son intérêt réel pour les crimes réels et une éventuelle implication dans la mort d'Helena. La complexité de l'affaire s'est accentuée, mais la police est restée déterminée à trouver la vérité et à rendre justice à Helena. Le 12 octobre 2020, l'enquête a atteint un tournant critique. Le détective John Reyes et l'agent Clara Diaz avaient rassemblé suffisamment de preuves pour identifier le meurtrier. Les preuves pointaient directement vers Ethan Walker, le beau-fils d'Helena, âgé de 19 ans. Les émotions contradictoires d'Ethan et son comportement erratique avaient éveillé les soupçons dès le début, mais la découverte de ses empreintes digitales sur l'arme du crime a scellé son destin. Ethan était connu pour être un adolescent en difficulté. Il avait du mal à accepter la mort récente de sa mère biologique et nourrissait un profond ressentiment envers Helena pour avoir pris sa place. Malgré son intelligence et sa passion pour la musique, les sentiments d'Ethan pour Helena s'étaient transformés en un dangereux mélange de haine et de désir. Quand Helena l'a confronté à propos de ses mauvaises notes et de sa décision de mettre un terme à leur liaison secrète, Ethan a craqué. Dans un accès de rage et d'obsession, il l'a attaqué avec un lourd trépied d'appareil photo de son studio. Les détectives ont pu reconstituer les événements de cette journée tragique. Ethan était dans la maison, attendant le bon moment. Quand Helena est entrée dans le studio, il l'a suivie. La confrontation a rapidement dégénéré, et dans sa fureur, Ethan a saisi le trépied et a frappé Helena à plusieurs reprises, entraînant sa mort. Avec les preuves en main, la police s'est préparée à arrêter Ethan. Le soir du 12 octobre, ils sont arrivés au domicile des Walker. Ethan était dans sa chambre, écoutant de la musique sur ses écouteurs, lorsque les policiers sont entrés. Ethan semblait choqué, mais n'a pas résisté à l'arrestation. Il a été menotté et emmené au poste de police pour être examiné. Jonathan Walker, le père d'Ethan, a été dévasté par la nouvelle. Il n'arrivait pas à croire que son fils était capable d'un acte aussi brutal. La famille a été déchirée par cette révélation et la communauté a été tout aussi choquée. Les voisins et les amis qui avaient connu Ethan alors qu'il était un adolescent calme et troublé le voyaient désormais sous un jour complètement différent. La police a détaillé les preuves lors d'une conférence de presse, expliquant comment l'obsession d'Ethan pour Helena et son incapacité à contrôler ses émotions ont conduit au meurtre. La découverte des lettres sexuellement explicites et des empreintes digitales d'Ethan sur l'arme du crime ont été des éléments de preuve essentiels qui ont aidé à résoudre l'affaire. Alors qu'Ethan était emmené, ses émotions étaient un mélange de colère et de résignation. Il savait que les preuves contre lui étaient accablantes et qu'il ne pouvait échapper aux conséquences de ses actes. Les amis et la famille d'Helena étaient soulagés que le meurtrier ait été arrêté, mais la douleur de la perte d'Helena persistait. L'arrestation d'Ethan Walker a permis de clore l'affaire, mais le chemin vers la justice était loin d'être terminé. L'étape suivante était le procès, où l'étendue des actions et des motivations d'Ethan serait révélée. Le procès d'Ethan Walker a commencé le 20 novembre 2020 à Riverton, en Géorgie. La salle d'audience était remplie de journalistes, d'amis et de membres de la famille, tous impatients d'entendre les détails de l'affaire. L'accusation était dirigée par le procureur adjoint William Price, un avocat chevronné connu pour sa persévérance et sa rigueur. À 47 ans, Price imposait le respect par son attitude sévère. Il a fait valoir que l'obsession d'Ethan pour Helena, associée à sa colère face à sa décision de mettre fin à leur liaison, l'avait poussé à commettre le meurtre brutal. Il a présenté les lettres d'amour,
les SMS et les preuves médico-légales reliant Ethan au crime. Le dossier de l'accusation était solide, décrivant clairement le mobile et les actes d'Ethan. La défense a été assurée par la défenseuse publique Caroline Harris, une avocate compatissante et déterminée avec plus de 22 ans d'expérience. À 44 ans, Harris était connue pour son dévouement envers ses clients. Elle a fait valoir qu'Ethan était un adolescent en difficulté qui avait été profondément affecté par la mort de sa mère et qui était aux prises avec d'importants problèmes de santé mentale. Harris a soutenu que les actes d'Ethan n'étaient pas prémédités, mais étaient plutôt le résultat d'une agitation émotionnelle et d'une confusion accablante. Tout au long du procès, l'impact émotionnel sur la famille d'Elena était évident. Son mari, Jonathan Walker, était assis au premier rang, le visage marqué par le chagrin et l'incrédulité. Les amis et les membres de la famille pleuraient en silence en écoutant les détails poignants de la mort tragique d'Elena. Après plusieurs semaines de témoignages et de preuves, le jury a délibéré pendant 2 jours. Le 15 décembre 2020, il est revenu avec un verdict. Ethan Walker a été reconnu coupable de meurtre au 2e degré. La salle d'audience était restée silencieuse pendant que le juge lisait le verdict. Ethan n'a montré que peu d'émotion, son visage étant inexpressif alors qu'il écoutait son sort. Le verdict a eu lieu le 22 décembre 2020. Ethan a été condamné à 25 ans de prison sans possibilité de libération conditionnelle. Le juge a noté que même si les actes d'Ethan étaient motivés par une détresse émotionnelle, la brutalité du crime justifiait une punition sévère. La peine visait à rendre justice à Elena et à sa famille tout en reconnaissant le passé troublé d'Ethan. La famille d'Elena a eu des réactions mitigées à l'égard de la peine. Certains ont estimé qu'elle était trop clémente compte tenu de la nature du crime, tandis que d'autres ont estimé qu'elle établissait un juste équilibre entre justice et compassion pour l'état mental d'Ethan. La communauté de Riverton a dû faire face aux conséquences de la tragédie dans l'espoir de trouver un semblant de réconciliation. Le procès et la condamnation d'Ethan Walker ont été largement couverts par les médias locaux. L'affaire a rappelé l'impact des problèmes de santé mentale et émotionnelle et les conséquences dévastatrices qu'ils peuvent entraîner. Après la condamnation d'Ethan Walker à 25 ans de prison, la vie à Riverton, en Géorgie, a lentement repris son cours. Le procès a été une expérience traumatisante pour toutes les personnes impliquées, laissant des cicatrices durables sur la communauté. Jonathan Walker, le mari d'Elena, a eu du mal à faire face à la perte de sa femme et à l'emprisonnement de son fils. Il a pris un congé sabbatique et a consulté un conseiller pour l'aider à surmonter son chagrin et le sentiment accablant de trahison. Bien que ses amis et ses voisins lui aient offert du soutien, Jonathan s'est souvent senti isolé. Il a finalement décidé de déménager à Savannah pour prendre un nouveau départ, loin des souvenirs douloureux de Riverton. L'incarcération d'Ethan a été une expérience difficile pour lui aussi. Il a été envoyé dans un établissement correctionnel de l'État où il a commencé à recevoir une aide psychologique. Le système pénitentiaire a fourni des programmes éducatifs et Ethan s'est inscrit à des cours pour terminer ses études secondaires et a commencé à étudier la théorie musicale, s'accrochant toujours à son rêve de devenir musicien un jour. Madeleine Hughes, la voisine et passionnée de faits divers, a été profondément affectée par toute cette épreuve. Elle a continué à écrire son roman, en y intégrant désormais l'expérience pénible qu'elle avait vécue. Les médias locaux ont diffusé des interviews de Madeleine, discutant de son point de vue sur l'affaire. Malgré cette attention indésirable, Madeleine est restée concentrée sur son écriture, trouvant du réconfort dans son travail créatif. Le détective John Reyes et l'agent Clara Diaz, les enquêteurs principaux, ont reçu des félicitations pour leur travail diligent dans la résolution de l'affaire. Le succès de leur enquête a renforcé leur engagement envers la justice et a souligné l'importance d'un travail policier approfondi. L'affaire a également souligné la nécessité d'un soutien accru pour les problèmes de santé mentale, tant au sein des familles que de la communauté en général. La vie à Riverton est progressivement revenue à un semblant de normalité, mais le souvenir d'Elena Reyes Walker et les événements tragiques qui s'y sont déroulés sont restés gravés dans le cœur de ceux qui l'ont connue. La détermination de la ville à soutenir les initiatives en matière de santé mentale et à honorer l'héritage d'Elena est devenu un hommage durable à sa vie. Merci de nous avoir rejoints pour cet épisode. L'histoire tragique d'Elena Reyes Walker
nous rappelle brutalement la complexité des relations humaines et les chemins sombres sur lesquels l'obsession peut nous conduire. Ne manquez pas de nous suivre la prochaine fois, car nous explorons un autre cas dans notre quête permanente de vérité et de justice. Restez en sécurité.